Salut à tous, bienvenue dans les déraillés, bienvenue dans ce nouvel épisode Made in Vuelta. On va parler de beaucoup de choses sur cette première semaine de la Vuelta, surtout récemment avec une big nouvelle sur le plan des transferts. On va peut-être commencer plutôt par une analyse de la course, n'est-ce pas Clément? Ouais, on va analyser cette Vuelta qui est peut-être passionnante pour certains parce qu'il se passe des choses. Moi, je suis pas forcément de cet avis, mais on va en discuter. Ouais, on va en discuter. Je pense que le premier point déjà, c'est le retour sur le premier plan de Philipsen. Après sa terrible chute sur le Tour de France qui lui a enfin, qui lui a empêché d'aller sur ce maillot vert et qui est revenu à Jonathan Milan. Là, on a peut-être un duel qui s'annonce avec Pedersen, même si Pedersen passe complètement à côté de ses premiers sprints. Ça fait plaisir de le voir, le Belge, de retour à ce niveau-là et surtout bah, back-to-back sur deux grands tours à prise de maillot dès la première étape. Oui, clairement. J'ai pas toujours été fan de Jasper Philipsen, mais je Moi commence non petit à plus. petit à avoir une sympathie pour ce coureur. C'est vrai que du coup, quand il lui arrive des galères et qu'il revient assez vite, parce que le Tour de France, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il arrive, il s'impose sur déjà deux étapes. Il a loupé un sprint quand même contre Ben Turner. Mais sinon, il est en forme. Et voilà, je pense qu'il y avait certaines personnes qui, dans la hiérarchie des meilleurs sprinteurs du monde, le classaient troisième derrière Merlier et Milan. Je trouve qu'avec ce qu'il prouve depuis le Tour de France, je suis pas forcément de cet avis. Je pense qu'il a un peu plus d'expérience au très très haut niveau. Merlier, c'est sur les deux dernières années où il a pris cette envergure-là. Mais de ces deux dernières années ne représentent pas l'entièreté de sa carrière. Il a été un très très bon sprinter, mais je pense pas qu'on peut le mettre dans le gratin des sprinters durant toute sa carrière. Jonathan Milan, c'est différent, plus jeune, un mastodonte italien. Je pense que lui, pour le coup, on peut le mettre dans la grinta des sprinters depuis qu'il est arrivé dans le peloton. À voir comment ça évolue sur le reste de sa carrière. Et Jasper Philipsen, c'est un peu le mec qu'on aime détester, un peu à l'ancienne de Mark Cavendish. Tu sais, c'était cette période de début 2010 où c'était je passe ou ça casse. C'était un peu comme ça lui a apporté beaucoup de préjudice d'ailleurs au début de sa carrière. Mais au final, bah, il a remporté recordman de victoire sur le tour. Je pense que Jasper Philipsen, c'est un peu le même genre de coureur, ou en tout cas la vue qu'on a de lui. Bah, c'est clair que sur ses premiers sprints à l'époque, enfin, c'était pas ses premiers sprints, mais sur le Tour de France, il y avait souvent des débats à chacun de ces sprints qui ont en plus été accentués par la série Netflix sur les deux premières saisons où ça parlait beaucoup de son comportement dans les sprints. Mais j'ai l'impression qu'il s'est calmé, donc qu'il s'est calmé ou alors qu'il a une meilleure approche du sprint qui fait qu'il part dans une meilleure position de départ et que du coup il a besoin de moins frotter. Donc oui, c'est peut-être aussi pour ça que je le trouve de plus en plus sympathique. Ouais, tout à fait. Et puis, bon, ça n'empêche pas, je pense qu'on attend peut-être sur la 19e étape un face-to-face avec Pedersen loupe complètement ses sprints. Je pense que la Lidl joue sur deux tableaux, donc peut-être qu'ils sont moins concentrés sur ça, ou en tout cas moins en forme. Après, ils sont pas venus non plus avec des idiots sur les préparations de sprint, donc un peu bizarre cette entame. Et puis, bah, en parlant de Pedersen, il se fait sauter sur un virage avec un beau dive bomb. On peut en dire ce qu'on veut de ce virage, mais avec la belle victoire de David Gaudu. Je sais qu'on est peut-être les premiers avec d'autres podcasts à le critiquer pour son inconsistance et son ego. Alors, je suis toujours pas forcément super fan du bonhomme, mais par contre, ça fait plaisir quand même de le voir, de voir une belle histoire comme ça et surtout prendre le rouge et aller chercher le rouge sur une étape de sprint en plus, en grattant des places par rapport à Jonas Vingegaard, même si ça a duré qu'une journée. Oui, ben, on est assez chauvin, donc même si on n'est pas les plus grands fans du bonhomme, on est quand même content quand il y a une belle victoire française. Et Ouais, c'est puis, clair. on n'est pas ses plus grands fans, mais on ne le déteste pas non plus, donc tant mieux de le voir gagner. Face à Pedersen, en plus, sur le coup, on s'y attendait pas. En plus, la réalisation caméra fait que vraiment, on voit juste après le virage, il y a une dizaine de mètres, on voit Gaudu passer à la ligne. Mauvais coup la réalisation sur ce sprint, mais ouais, on s'y attendait pas. Et puis porter le maillot rouge avec la saison compliquée qu'il a, c'est sympa pour lui. Alors aujourd'hui, il a plus de 30 minutes. On- Peut-être qu'on le reverra plus tard dans les échappées. Ce serait bien pour lui qui essaye d'en gagner une deuxième. Je pense que c'est faisable s'il est en forme. Donc voilà pour Godu. Super.
Non, c'est clair. Et puis, que dire de Jonas Vingegaard, qui est présent sur des sprints, qui est présent, qui répond présent aussi sur le chrono, même par équipe. On en parlera peut-être dans un second temps. Et Jonas, qui récemment a frappé, pas un grand coup, parce qu'il n'y a pas énormément d'écart encore entre lui et le reste du peloton, mais en tout cas, qui montre qu'il a le niveau. Et ça a été quand même un effort long. Là où on avait des doutes sur sa reprise de développement sur ce côté-là, suite à sa terrible chute en 2024. Euh, Là, il montre quand même qu'il est capable de tenir ses efforts longs face à Almeida, qui a aussi fait une ascension de génie, et Thomas Pidcock. On peut peut-être parler principalement de cette dernière étape, je pense. Oui, alors je vais pas parler que de la dernière étape parce que, comme tu dis, Jonas Vingegaard, on le voit un peu partout. Mais en fait, on est habitué à ça. Mais habituellement, c'est parce qu'il lâche pas Tadej Pogacar. Il reste collé à sa roue et du coup, on voit finalement Vingegaard partout. Parce que Pogacar veut prendre les temps partout. Et là, on voit un Jonas Vingegaard qui fait pareil, mais sauf que sans Tadej Pogacar pour gagner du temps à chaque fois, et ben c'est lui qui est devant. Parce que c'est tout le temps lui le plus ou moins le mieux placé. Et il est Et offensif, ouais. oui. Et sur cette dernière étape, il a montré que oui, c'était probablement le plus fort en montagne, même si Joao Almeida a montré qu'il n'était pas très loin derrière. Après, on n'est pas encore arrivé sur les plus grands pourcentages. Je Ouais, c'est pense clair. que quand on va arriver à l'Angliru, à mon avis, c'est là-dessus que Jonas Vingegaard va plier cette Vuelta. Ouais, sûrement, il va y avoir un gros écart qui sera peut-être un peu plus compliqué à récupérer derrière. Il sera sûrement d'ailleurs beaucoup plus dans la gestion par la suite. Il est peut-être là son plan, c'est de voilà, venir gratter des secondes au fur et à mesure, puisqu'effectivement les terrains, même s'ils sont très montagneux, si c'est une Vuelta très accidentée, très montagneuse, comme je le disais la première vidéo d'il y a 15 jours, enfin d'il y a 10 jours, c'est pas des ascensions qui permettent de faire une très grosse sélection, en tout cas en termes d'écart. Mais par contre, c'est vrai que l'Angliru va être un moment important avec une longue ascension, une raide ascension par moment dans les derniers kilomètres, avec cette arrivée sur plateau en haut. Euh, je pense qu'effectivement, il risque de faire des gros écarts. Le chrono, il devrait pas trop trembler face à Joao Almeida, même si je pense que sur un chrono tout plat, Joao Almeida a peut-être un chouïa plus à apporter, surtout s'il est lui le leader cette fois-ci et qu'il n'a pas travaillé pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'on ne sera pas à l'abri aussi d'une victoire de Joao Almeida qui a quand même, comme tu dis, montré qu'il n'y a pas tant d'écart que ça pour l'instant. Mais effectivement, on n'est pas sur des cols les plus sévères. Un autre qui m'a aussi, enfin deux autres qui m'ont un peu surpris. Alors, je me doutais que Ciccone avait bien préparé cette Volta. Je m'attendais pas quand même à ce qu'il puisse suivre Vingegaard sur plusieurs hectomètres, plusieurs kilomètres, même s'il a complètement explosé par la suite. Mais il avait cette volonté-là, il a su suivre le rythme pendant un moment. Donc maintenant, effectivement, il va peut-être falloir calquer sa course autrement sur des Pidcock, Almeida, Félix Gall, puisque bon, bah, il a quand même montré ses limites. Et Tom Pidcock, alors, je suis pas forcément hyper fan du bonhomme, même s'il est assez fun à voir sur un vélo. Mais ça va être la question de la troisième semaine, je pense, pour lui. Oui. Hum, Pareil, alors Tom Peacock, pour moi, j'en ai pas vu. Alors oui, il est en forme, il est présent, mais c'est quand même plus ce Ciccone qui m'impressionne sur ce début de tour. Et un peu la Lidl Trek. Alors on voit que la Lidl Trek loupe ses sprints, mais au final, la Lidl Trek a le maillot vert et roule aussi beaucoup pour Gio Ciccone. Et je suis content de ça parce que justement, cette dernière étape, l'étape numéro 9 dans la vallée, avant la montagne, c'était à Idle Trek qui faisait le tempo. Donc ils prennent à cœur ce rôle de leader et puis Ciccone le rend bien. Alors oui, il a complètement explosé après avoir tenté de tenir Vingegaard, mais pour moi, t'es un peu obligé de tout donner pour suivre Vingegaard et pas le laisser partir et puis tant pis, on verra pour la deuxième place. Ouais. Et puis, un autre point que tu as dit, petit aparté pour te laisser finir juste après, je regardais le classement du maillot par points. Pedersen est effectivement premier avec 9 points d'avance sur Ethan Vernon, que j'attendais pas à ce niveau-là, en toute honnêteté. Philipsen, 15 points d'avance. Et surtout, qui est quatrième? Jonas Vingegaard avec seulement 20 points de retard.
Donc, l'air de rien, on peut avoir une surprise aussi sur le maillot vert à la fin de ce tour, comme on a failli en avoir une peut-être avec Tadej Pogacar sur le Tour de France. Oui, alors faut savoir aussi que sur la Vuelta, les points pour le maillot vert ne sont pas exactement les mêmes Ouais, c'est que clair. sur le Tour de France et que du coup, ça laisse un peu plus d'opportunités à Mm. des punchers ou des grimpeurs d'aller chercher ce maillot. Ouais, Après, comme Valverde qui l'a déjà eu d'ailleurs. oui. Après, je pense que Pedersen, il passe quand même plutôt bien les bosses et il va, à mon avis, aller chercher tous les points qu'il peut aller gratter sur les sprints intermédiaires, sur la 19e étape également. Et je suis pas persuadé que Jonas Vingegaard va faire de ce maillot vert un objectif. Donc c'est pour ça que je vois quand même Pedersen avec le maillot sur les épaules à la fin de cette Vuelta. Mais c'est vrai, attention à Vingegaard qui, s'il y a la concurrence avec Joao Almeida et qui du coup il essaye de gagner les étapes et tout ça, d'aller gratter du temps, peut-être que ça va lui faire gratter quelques points et concurrencer Pedersen. C'est clair. C'est vrai que dès l'étape de Bilbao, d'ailleurs, s'il est dans un grand jour, parce qu'il faut quand même les passer, hein, les bosses autour de Bilbao, hein, on est sur des pourcentages assez sévères. Mais je vois bien un Pedersen aller s'imposer s'il arrive à passer justement ces montées-là. Ou alors dès le lendemain, où on a une longue ascension de 7 km à environ une vingtaine, trentaine de kilomètres de l'arrivée où je le vois bien effectivement aller glaner encore des points. Donc je pense que effectivement ça reviendra à un sprinter, mais ça va être encore intéressant à suivre. Euh, Là où on n'a aussi pas parlé d'une chose, c'est les 3 fameux jours de UAE qui est passé un peu d'ailleurs par toutes les émotions sur cette première semaine. On a eu une victoire de Jay Vine qui était magnifique à Andorre. On a eu aussi une très belle victoire collective avec le chrono par équipe qui s'est fait de peu devant la Visma. Mais un très beau chrono. Tout le monde est en forme. On va en reparler après avec peut-être un astérix. Et bah, effectivement, une victoire après de Juan Ayuso. Euh, Sa victoire est belle. La victoire est belle. Après, c'est pour ça que je disais, passer peut-être C'est par pas ce qu'on toutes attendait de les lui. émotions. C'est pas ce qu'on attendait de lui. Cette Vuelta, comme je le disais, elle est faite pour être explosive. Comme je le disais au début de cette Vuelta dans le risque qu'on a posté sur notre compte Instagram. Euh, Mais il fallait que tous les leaders soient au rendez-vous, notamment dans un face-to-face entre Visma, qui n'allait pas utiliser Jorgensen comme une deuxième lame. Ils sont venus pour Jonas Vingegaard, point à la ligne. Mais par contre, la UAE qui avait la possibilité, par la diversité du parcours, de plutôt jouer avec Joao Almeida sur des arrivées courtes, puissantes, avec un fort tempo, et Juan Ayuso sur des étapes peut-être un peu plus dures, comme on le disait. Ouais. Et à cause du tempérament de Juan Ayuso, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une histoire de forme, avec la nouvelle d'aujourd'hui qui est que UAE a annoncé qu'ils se sépareront de Juan Ayuso d'un commun d'accord, avec des grandes guillemets, hein, à la fin de la saison. Je vois même pas pourquoi attendre la fin de la saison, parce que je ne pense pas qu'il sera capable de bosser pour Almeida, sauf si ça fait partie du deal. Ouais. Mais je vois pas ce qui engagerait Juan Ayuso, même si ça fait partie du deal, pour aller jusqu'au bout hein, et travailler pour Almeida. Oui, c'est clair que Ryan Uzo, on a l'habitude de pas le voir être le meilleur équipier au monde. Pas parce qu'il n'a pas le talent, au contraire, il est extrêmement fort, mais parce que dans sa tête, il est leader. C'est là, il y a le cas avec Joao Almeida, mais dans sa tête, il est même leader quand il y a Tadej Pogacar. Alors, bien sûr, Tadej Pogacar, à chaque fois, ça lui remet vite les idées en place. Mais c'est un coureur qui, très tôt, depuis qu'il est arrivé sur le circuit professionnel, a montré ses ambitions. Alors, c'est très bien. Sauf que du coup, quand tu as de tels leaders dans ton équipe, il faut assurer. S'il était dans n'importe quelle autre équipe, peut-être pas non plus chez Visma, parce que pareil, il y a encore des leaders bien plus forts, dans n'importe quelle autre équipe, je me dis, ok, tu peux avoir la prétention de dire que tu es leader parce que tu as un talent exceptionnel. Quand tu es chez UAE, le talent ne suffit pas. Il faut aussi prouver par les résultats, parce que c'est ce que fait Joao Almeida, c'est ce que fait Tadej Pogacar.
Et je suis désolé, mais là, même J-Vine sur cette Vuelta prouve plus. Euh, alors, on Oui, et puis il a verra. fait le travail par le passé, Oui, Jevine. c'est ça. Si tu parles de Jevine, il a fait le travail par le passé. Oui. Et il n'a pas les mêmes prétentions à dire je suis le futur grand leader, etc. Mhm. Donc, ouais, c'est compliqué pour Ayuso. T'as raison, cette étape, c'est l'étape 7, donc 6, où il explose complètement. Alors, Explose, hein, avec des guillemets, hein. je veux bien croire les coups de moins bien. Après, c'est vrai que je me dis, ce serait bête de sa part de perdre du temps volontairement pour ça, alors qu'il était encore dans les clous au général. Euh, Effectivement, il peut avoir un coup de moins bien, je suis d'accord avec toi, et malheureusement complètement explosé. Et puis voilà, moi ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que le lendemain, par contre, après on l'a connu avec Remco Evenepoel, c'est vrai qu'un ouais. coup d'adrénaline Avec Pogacar aussi. fait que, avec Pogacar aussi, un coup d'adrénaline fait que tu vas retrouver le lendemain tes jambes, et malheureusement c'était une journée sans. J'aurais bien dit oui, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, bah, mets-toi au service du collectif. Ou alors, effectivement, tu vas jouer le maillot à poids, mais tu vas jouer le maillot à poids comme Remco sur une Vuelta en 2023, je crois, parce que tu es le leader d'équipe. Mm. Mais là, il y a une volonté de gagner un grand tour. Pour l'instant, c'est pas fini. Oui. Si Joao Almeida était à 3 minutes, je pense que je suis d'accord. Bon, bah, chacun joue sa carte des deux. Joao Almeida, tu vises le podium, tu vises les victoires d'étape de temps en temps. Et Juan, tu vas te faire plaisir dans les échappées, tu vas glaner des points, tu vas gagner des étapes quand ça se présente. Là, il n'y a rien de fait, on est en première semaine et il n'a même pas travaillé hier. Et tu vas pas me dire qu'après la superbe course et la superbe victoire, parce que c'est une superbe victoire, il avait l'air facile que, comme par hasard, sur un col qui est pas si dur que ça, au pied, ah, j'explose et j'explose avant Marc Zoller, avant tout le monde, quoi. Oui, en fait, on pouvait émettre l'hypothèse potentielle que l'UAE et Ayuso s'étaient mis d'accord sur le fait que maintenant que le général était fini pour lui, qu'il perde du temps pour économiser des forces et puis se créer un matelas pour les échapper plus tard. Comme David Gonu. Sauf que avec le timing de l'annonce de son départ qui tombe juste là, je vois mal l'équipe UAE qui du coup n'a des yeux que pour la victoire accepter que Ryan Uzo, un coureur aussi important, ne travaille pas pour un leader qui est encore dans les clous au général. Je pense que Vingegaard va gagner la Vuelta assez facilement, mais pour l'instant, comptablement, Joao Almeida est toujours là. Et je Et vois puis pas du l'ambiance coup zéro pendant 2 semaines. oui, et du coup, je vois pas la UAE dire, OK, bah, Juan, Tu fais ta tranquille, course de ton côté. ne travaille pas pour Joao. Et surtout, du coup, là, ça se confirme avec l'annonce de son départ. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de timing, déjà qu'il n'était pas bien collaboratif, je ne pense pas qu'il va l'être plus sur ces 2 prochaines semaines. Ouais, c'est clair. Moi, je vois pas comment ça peut bien se terminer, cette histoire de la Vuelta. Moi, je vois bien une journée où il va rouler tellement fort, il va pas vouloir attendre, je sais pas, Joao, qui va réussir peut-être à un moment donné une échappée et se détacher de Jonas, peut-être même temporairement dans un col, et lui devant, je le vois même pas attendre. Donc, et si c'est l'image, alors si la Lidl Trek est prêt à l'accueillir comme c'est parti pour être le cas, tant mieux. Mais bon, je suis Giulio Ciccone, si je fais podium sur la Vuelta et je me dis j'ai Rohan qui arrive, je vais pas vouloir aller sur la même course que lui, hein, parce qu'il y a hors de question que je fasse affaire avec lui. Il y a Mathias Kelmose qui est plutôt bon sur les classements généraux. Alors oui, pas l'étoffe de faire un podium ou Oui. un grand tour, mais il peut gagner aussi des classiques. Je vois pas l'intérêt quand on est Lidl Trek et depuis 5 ans je gagne de plus en plus de victoires d'aller ajouter un gars comme ça. Oui, tu vas peut-être gagner un grand tour, mais il faut pas qu'il y ait les deux autres dedans, voire même Remco Evenepoel. Ouais, c'est ça. Giulio Ciccone, je le vois mal gagner un grand tour, même si là, il fait une Vuelta assez exceptionnelle. Euh, Mais oui, du coup, Ryan Uzo, c'est dans l'optique de gagner un grand tour. Je pense que c'est un coureur qui en a le potentiel, mais tu as Tout raison, à fait. il faut qu'il y ait ni Vingegaard, ni Pogacar. On voit que là, avec Joao Almeida, c'est compliqué, même si je pense que du coup, en termes de talent pur, les deux peuvent se faire la guerre. Remco Evenepoel et aussi Florian Hippolyte, maintenant. Oui, c'est vrai, Donc c'est ça vrai. commence à faire beaucoup de coureurs qu'il faut qu'ils ne soient pas là sur un grand tour pour que Ou alors qu'il passe vraiment la vitesse supérieure. c'est ça, que ce soit dans le sérieux, dans la régularité, et en plus, il faut que l'équipe soit armée pour le faire. Alors, pour les Lidl Trek, c'est une équipe que j'aime beaucoup, c'est une équipe qui ose des choses.
C'est pas une équipe attentiste. Donc je pense que l'équipe n'aura pas peur de rouler et de faire des stratégies autour de Ryan Uzo. Mais par contre, il faut pas décevoir. Parce que c'est une équipe qui se veut très ambitieuse. Si Ryan Uzo commence à manquer de régularité, ça risque d'être très compliqué aussi pour lui chez Lidl Trek. Ouais, et puis si tu dis, effectivement, on va peut-être pas trop s'attarder sur effectivement le cas Juan Ayuso, parce que je pense pas qu'il mérite non plus tout le temps qu'on lui accorde. Mais effectivement, si tu fais une hiérarchie, tu vas retrouver Tadej tout en haut et peut-être Jonas à égal, en tout cas en montagne, si on se concentre sur la montagne et les grands tours, si on parle que de ça. Moi, je les mettrais presque à égal en grande montagne, même si sur les 2 dernières années, malheureusement, après la grosse blessure de Jonas, on ne sait pas si il parviendra à repasser le pas devant. Je pense que oui, il est encore jeune, il a quoi, 27, 28 ans. Donc, 28, ouais. il y a largement le temps avec les conditions d'aujourd'hui pour être performant jusqu'à 33, 34 ans. On l'a vu avec Primoz Roglic. Euh, donc on a ces deux oiseaux. Après, on a dans une petite sphère Remco Evenepoel, même si effectivement il doit encore progresser en montagne, hein, parce que c'est pas parce qu'effectivement il a connu un Tour de France compliqué, une préparation compliquée. Pour moi, Florian Lipovic, effectivement, comme tu le pointais, est meilleur en montagne. Donc Ouais. déjà, effectivement, on va les mettre peut-être tous les deux dans leur classe de troisième position, mais pour des raisons différentes. L'un est plus complet, l'autre est meilleur en montagne. Et effectivement, derrière, bah, tu vas rajouter les Tiberi, tu vas rajouter peut-être encore un peu Roglic, à voir. Del Euh, Toro, Del Toro, effectivement, on va en parler. Del Toro, euh, j'ai un trou Texas de peut-être? mémoire. C'est que ça se peut être. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre? Les Oscar Only. Tu vois, pour l'instant, il m'a pas donné l'impression que sur 3 semaines, il est capable de jouer avec eux. Oui. Donc, effectivement, je pense qu'il a largement le potentiel d'un podium sur le Tour de France. Largement. Je pense qu'il grimpe aussi bien que Lipovic, voire peut-être même mieux. Et je pense qu'en chrono, il doit être entre Lipovic et Remco Evenepoel. Tu le mets voilà, dans ton curseur, tu le mets entre les deux. Oui. Plus proche de l'un ou de l'autre, comme tu veux. Il a Plus l'air quand proche de même d'être Lipovic. peut-être plus proche de Lipovic, mais c'est parce que Remco est dans sa classe. Mais tu vois, je pense que tu peux le rapprocher justement d'un Joao Almeida. Tiens, en parlant de Joao Almeida, Oui. effectivement, maintenant, il va devoir l'affronter aussi. Oui. Donc il y a ça. Et puis effectivement, tu vas redécouvrir une nouvelle équipe. Effectivement, il va falloir gagner la confiance, comme tu le dis, je pense. C'est pas gagné. Et effectivement, on arrive sur le sujet d'El Toro, qui effectivement, malheureusement, par peut-être péché de jeunesse sur le Giro, joue un peu au feu. Et malheureusement, il perd le Giro d'une manière un peu, je vais pas dire loufoque, mais presque. Simon Si, Yates, si c'était pas un cours de grosse 21 ans, amnésie. j'aurais dit c'est la honte internationale. C'est ça. Ça l'a été aussi parce que du coup, c'est quand même horrible pour l'équipe UAE de perdre le Giro de cette manière. Sur le dernier tour, sur le dernier jour presque, ouais. Mais on peut l'excuser pour son jeune âge et le fait que c'était même pas lui le leader au départ de ce tour. Oui, et puis il s'est retrouvé tout seul, effectivement. On va pas revenir sur tout le Giro, mais il s'est retrouvé tout seul. Il a calqué sa course sur Carapaz, qui lui a déjà gagné le Giro, donc il s'est dit, bah mon grand, t'as qu'à y aller. Et effectivement, il aurait peut-être dû rouler au train. Après, il était peut-être aussi à bloc, hein, il pouvait peut-être juste pas, Oui. mais vu comment il fait la dernière petite montée finale à bloc, je pense qu'il en avait encore et qu'il a juste joué un petit peu aux bêtes et il s'est frustré, il s'est énervé contre lui-même et contre Carapaz et il n'a pas fait attention à ce qui se passait autour. Mais il a du potentiel, le gamin. Oui. Il s'est gagné des classiques, il s'est gagné devant des grands noms, il s'est gagné des étapes de grand tour. Il roule plutôt pas trop mal. Je pense qu'il a peut-être une marge de progression sur le chrono, mais en tout cas, il roule pas trop mal. Il est rapide au sprint, il est très bon puncher, il a une très bonne endurance, grosse résistance, très bon grimpeur apparemment. En tout cas, du niveau de cette peut-être quatrième catégorie pour l'instant. Je le mettrai en dessous de Juan Ayuso en pur grimpeur pour l'instant. Mais effectivement, moi je suis à eux, je me dis, moi je veux pas d'un mec toxique comme ça, là, hop, ça dégage. C'est Oui. dommage. C'est dommage. Je pense qu'ils l'ont très bien développé. Maintenant, Juan Ayuso a décidé de faire son chemin de ce côté. En tout cas, sur cette race de Vuelta, je ne sais pas ce que tu attends. Je pense que toi, tu attends l'arrivée à l'Angliru pour repenser à Alberto, peut-être, à Alberto Contador. Et puis, Ouais. cette belle arrivée aussi à la Bola del Mundo la veille, alors qu'il sera peut-être un pchit comme le col de la Loze sur le tour. On en parlait juste avant de ce podcast ensemble. Moi, j'espère qu'on aura du feu d'artifice au bout, jusqu'au bout. En tout cas, des belles victoires, peut-être avec du panache, peut-être pas sur le classement général, effectivement. Mais moi, je m'ennuie jamais devant une course de vélo. Donc, ceux qui s'ennuient, je trouve ça dommage. Je sais que vous n'êtes pas assez passionnés. Et je pense que vous voyez pas les belles choses qu'offre le vélo. Et voilà, on pouvait espérer voir Vingegaard et Pedersen se battre pour un sprint. Et on a eu David Gaudu. D'où c'est ennuyant, ça. Ça, il se Donc, passe voilà, toujours des choses. il se passe toujours des choses. Donc, qu'est-ce que tu en penses de cette race de Vuelta?
Alors c'est du coup, c'est pas le parcours qui m'excite le plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'Angliru, le nom du col, je l'oublie tout le temps, de l'étape 14. Les Lagos de Cavadonga. Ouais, Lagos, non, c'est plus simple que ça, je pense. C'est pas Ah grave. bon, c'est pas les Calvadonga? Euh, je sais- je vais voir. C'est Euh, Lagos quelque chose. oui, oui, c'est Lagos. C'est pas moi qui ai fait le V2 espagnol, Clément, c'est toi. Oui, mais j'ai pas fait géographie espagnole. On va peut-être demander à Juan Ayuso, il a peut-être déjà C'est fait cette la étape. Farapona, Lagos des Somiedo. D'accord, tout à fait. Donc rien à voir avec ce que tu as dit. Euh, Donc oui, il y a ces trois étapes, l'étape 13 de l'Angliru, cette étape-là, des Lagos des Somiedo, et l'étape 20 de la Bola del Mundo qui arrive peut-être un peu tard, mais ça va peut-être nous laisser l'opportunité d'avoir un courant en échappée s'imposer. Ce serait bien qu'on ait une révélation sur cette étape, un Je suis jeune d'accord. qu'on connaît pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça pour l'instant. Même si là, si je devais mettre une pièce, on a beaucoup parlé de lui, je pense que Ryan Uzo peut aller exploser cette étape. Il a pris un gros tir au général, donc il va certainement aller dans l'échappée. Et je pense que du coup, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont dans l'échappée qui seront à son niveau. Sauf si d'autres Oui. coureurs au classement général prennent un tir. Après, tu parles de révélation, alors peut-être pas autant qu'on l'attend, mais le maillot rouge actuel traîne. Oui. Belle révélation quand même. Il tient son maillot rouge, il a résisté dans le dernier col là, à Jonas Vingegaard pour le garder encore quelques journées. Je le vois bien peut-être le garder jusqu'à Bilbao selon comment ça se passe demain. Peut-être un peu compliqué en fonction de comment va se passer la course, mais c'est pas très long. Je pense que ça devrait arriver en gros groupe. Euh, mais ouais, c'est vrai que on nous manque. C'est vrai que la Volta a généralement en fin de saison des cartes à jouer ou en tout cas à nous apporter avec des belles révélations ou en tout cas des petites pensées pour le futur sur certains coureurs. On repense à Lini Martinez, le Tadej Pogacar en 2019. Il y Donc a, voilà, je pense il y a des qu'effectivement, flops de carrière. On a eu Kenny Sonde aussi. ouais, on n'est pas obligé d'en reparler de ça, hein. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, Kenny. C'est dommage, effectivement. Après, il s'est mué en coéquipier. Il n'a pas réussi à pas les Oui. supérieurs, mais belle victoire au sommet, effectivement. Euh, J'attends aussi peut-être une victoire de Pedersen parce que moi, je n'accepte pas le fait que la Lidl qui a géré ses trains depuis le début de l'année ne sache plus faire un train sur cette Vuelta. Donc ça, j'y attends. Et effectivement, j'espère au moins un peu de badaille. Peut-être un jour de moins bien pour Jonas, comme on espère des fois des jours de moins bien pour Tadej, même si c'est pas forcément fair. Mais au moins un petit peu de bataille, même sur une étape, même si ça change pas le classement général final. Juste que voilà, on se dise, ah, Joao Almeida, il a fait mal aujourd'hui. Un coureur aussi que j'aimerais bien voir grimper sur le podium, et je pense pas que c'est impossible, c'est Félix Gall, parce qu'il est toujours là, dans le top Oui. 10, top 5. Il a fait cinquième sur le tour, il me semble, juste derrière Oscar Onley. Oui, oui, il me semble, oui. Donc là, j'aimerais bien voir dans le top 5, voir podium, parce que c'est un gars qui mérite, il est toujours au rendez-vous, on l'entend pas, il parle pas, il fait pas de choses qui pourraient nuire à son image ou à l'image de l'équipe, il est toujours présent au mieux qu'il peut. Et l'ancien champion du monde junior et junior, Junior. mérite quand même effectivement de passer ce cap et d'avoir un podium sur un grand tour. Je pense que c'est un coureur super sympathique et j'aimerais beaucoup le voir sur le podium de la Vuelta. Et puis la Vuelta a toujours aussi des belles scènes finales. Là, on Oui. arrive à la Bola del Mundo. Moi, je me souviens du duel Purito-Alberto Contador en 2012. Et j'attends beaucoup de cette étape-là quand même, effectivement, peut-être sur le général. Je pense qu'il va y avoir quand même des petits mouvements au général sur cette étape-là. Peut-être pas sur les deux premières marches, mais en tout cas des beaux mouvements. Et puis moi, les arrivées de grand tour, je trouve ça génial. Je trouve que la Volta réussit très bien ses finales. Presque même aussi bien, j'ai envie de dire, que le Tour de France. Le Giro, je suis toujours un peu perturbé par la fin de la fin. En tout cas, la dernière étape, il n'y a jamais quelque chose de grandiose. Je pense qu'il joue pas forcément aussi avec le coucher du soleil. On sait que c'est pas la même période de l'année, je le sais, hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que la Volta, je trouve, a des finales assez grandioses sur les 3 derniers jours. Ça se décante beaucoup.
Oui. Et c'est vrai que la Bola del Mundo, je vois, c'est quand même le bon profil d'étape. Alors, tu as raison, je pense que les deux premières places au général seront probablement réglées. Mais c'est le bon profil d'étape pour un Félix Gall, tu as raison. Je pense que. Alors, peut-être pas aller forcément gagner. Il avait gagné à la Loz, hein. Bah oui, c'est pour ça, et c'est ce que je me dis. En fin de tour, comme ça, aller sécuriser une troisième place. Il en a tout à fait le potentiel, parce que pour l'instant, il est cinquième. Il est cinquième. Alors, Trem, est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Ça m'étonnerait. Donc, je pense qu'il va quand même quitter ses premières places. Donc, on peut dire que pour le moment, il est quatrième derrière Pitcock. Et je pense que sur une Bola del Mundo, il est tout à fait capable de lâcher Pitcock et lui mettre pas mal de temps. Ouais. Après, à voir comment Pidcock va jouer les étapes de Bilbao, parce qu'on sait que les étapes avec les descentes de Bilbao sont très périlleuses. C'est un super descendeur, peut-être le meilleur descendeur au monde actuellement. Donc effectivement, ça va être une belle bataille, pardon, pour cette troisième marche. Donc il y a quand même des choses à jouer. Et puis après, on va vite arriver sur les championnats du monde, le retour du Grand Tadej sur les classiques canadiennes. On parlera sûrement du championnat du monde, Vingegaard qui malheureusement ira pas. Euh, c'est peut-être la chose qu'on attend un peu plus de Jonas. Je pense que si je suis Jonas, j'ai failli gagner au sprint contre Pedersen. Je vais sur la Flèche Wallonne, c'est quasi top 2 ou alors victoire assurée. Liège, c'est pas beaucoup plus moins sûr. Je pense que top 3, top 5. L'Amstel, c'est différent, mais le Tour de Lombardie, je pense qu'il fait jeu égal avec Tadej. Même si c'est Hmm. très explosif, c'est des ascensions qui sont longues, raides en Italie. Je pense que Jonas a son mot à dire sur son genre de course. Donc peut-être ça viendra dans un second temps hein, de sa carrière. Il est Peut-être encore quand il jeune. approchera de... Oui, oui, quand il approchera de la trentaine d'ici 2 3 ans, on aura ça. Hein. On a déjà vu Alejandro Valverde être champion du monde à 38 ou 39 ans, Oui. voire 40 ans d'ailleurs. Donc voilà, c'est peut-être la chose qu'on attend de Jonas, mais je pense qu'il commence à y prendre goût vu comment il participe au Sprint Puncher. On va peut-être voir une nouvelle version de Jonas l'année prochaine. Oui. En tout cas, voilà, je pense qu'on aura fait le tour pour cette Vuelta. On va continuer à poster du contenu pour que vous puissiez suivre avec nous, toujours sur le forme de Reel. On fera un débrief à la prochaine journée de repos, bien sûr. Continuez à suivre le podcast et puis le compte Instagram. On a aussi lancé un compte TikTok qui va être géré par Clément. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis après, bien sûr, on va arriver sur une fin de saison avec peut-être d'autres choses. On va parler championnat du monde, championnat d'Europe. On va Transfert. parler aussi transferts, les derniers transferts. Tour de Lombardie, bien sûr, parce que ça nous fait cette course-là avec Clément, on l'apprécie particulièrement. Et après, on arrivera sur cette phase hivernale où on aura d'autres choses de prévues, peut-être plus aspect vélo en lui-même, cyclisme en lui-même et moins partie professionnelle. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Clément, peut-être le mot de la fin? Bah, merci, c'est un plaisir de faire ces podcasts avec toi. Euh, on commence à avoir une certaine régularité. Du coup, je suis très content et j'espère que ça va continuer comme ça. Carrément. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à suivre le compte Insta, le compte TikTok. Ça nous fait toujours plaisir quand vous likez les reels de moi ou alors les mimes de Clément qui se tue à la tâche pour trouver quelque chose de sympa. Allez, salut à tous et n'hésitez pas à revenir et à nous poser plein de questions. Salut les derrière. À plus.